Est-ce qu'on est dans l'amour des pâtes al dente ici? Ouais. Ok. On est dans l'amour de la pâte. Et alors heureusement maintenant, vous pouvez taper divorce pas cher sur internet et vous avez des réponses et ça marche. C'est pas les auto-entrepreneurs qui leur font leur CA, quoi, donc... Tu parles du CA du gouvernement. Ouais. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Arthur. Arthur a 30 ans, et avec lui nous avons discuté de polyamour et de brosse à dents, des bandes dessinées triées par ordre alphabétique, d'archives et de valises jaunes, de limites et de compersions, mais surtout de nos relations et des nouveaux modèles à construire. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Bah déjà, le fait de pas avoir trop eu à se poser la question, je pense, avant, ça veut dire beaucoup de choses sur le fait que c'est plutôt simple pour moi. Mais depuis que je suis petit, j'ai l'impression que je m'amuse un petit peu à être sur une limite. Rien de très extravagant, mais par exemple, pendant 11 ans, j'ai eu les cheveux longs et ça a commencé en primaire. Et du coup, quand j'étais vraiment petit, je ressemblais à une petite fille et je rentrais dans la boulangerie, on me disait « Bonjour mademoiselle ». Et ça m'a jamais gêné, en fait. J'ai jamais été perturbé par, genre, être sûr d'être bien identifié comme un homme. C'est quoi pour toi la masculinité ? Quand j'étais petit, je voyais quand même une espèce de différence, genre, c'est plutôt la bagarre pour les garçons, c'est plutôt genre je te cause plus ou faire un peu la chipie pour les filles. Et puis en grandissant, j'ai l'impression effectivement qu'il y a quelque chose de la réserve et de la difficulté à communiquer, en fait, que j'ai l'impression d'avoir. Alors je sais pas si ça définit la masculinité, mais il y a cet aspect de réserve un petit peu. T'as des frères et sœurs ? Ouais, un petit frère et une petite sœur. Et un grand demi-frère, du coup. Mon père avait un enfant dans son précédent mariage. Est-ce que t'as eu l'impression que tes parents ils faisaient des différences d'éducation entre toi et ta sœur ? J'ai vraiment pas l'impression. Il y avait des différences du fait que c'était la dernière. Je suis très fier de l'éducation que j'ai reçue. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je réalise quand même qu'une part plus importante de la charge mentale, elle devait être sur les épaules de ma mère quand j'avais encore mes deux parents. Après, j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. C'est quelqu'un de très attentif, tolérant. Il était très loin de l'image macho, etc. C'est quelqu'un qui était très aimé parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les gens et qui était drôle et très intelligent. Et donc, c'est un modèle encore pour moi. Enfin, il est resté un modèle en moi. Mais du coup, je trouve ça super chouette parce que j'ai gardé tous ces bons souvenirs avec moi. Et du coup, avec ta maman, comment ça s'est passé après ? Mon père, il est mort d'un cancer et ça a pris à peu près 3 ans. On y croyait, hein, c'est pas comme si on avait préparé sa mort pendant 3 ans, bien au contraire. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont eu le temps d'en discuter. Et je pense qu'elle a beaucoup pris de mon père pour essayer de garder l'équilibre qu'il y avait dans notre relation, qui était une famille vraiment heureuse. On communiquait vachement. C'était assez facile. Après, il y avait des sujets assez peu évoqués, finalement, justement la sexualité. C'est un peu ironique parce que ma mère, elle était infirmière à l'époque, dans un collège, et elle devait faire l'éducation sexuelle des collégiens, le truc un peu difficile, je pense, à aborder. Je me souviens vraiment de la fois, elle nous a posé un livret, la découverte de ma sexualité, un truc comme ça, sur une table, en nous disant « Si vous voulez avoir des infos, il est très bien celui-là. » Je pense que dans notre famille, on était tout simplement très pudiques. Je sais que dans certaines familles, il y a une facilité à se montrer nu, par exemple, que nous, on n'avait pas du tout. Et aussi bien physiquement que dans nos sentiments, finalement. Donc ta mère, elle vous a pas fait le brief qu'elle faisait aux collégiens ? Non, on n'a pas eu la banane avec le préservatif déroulé dessus. C'était plus léger et je pense suffisant. Et du coup, qu'est-ce qui a participé à faire ton éducation sexuelle ? Et c'est assez drôle parce que j'ai des souvenirs très précis, en fait. Le plus vieux que j'ai, et qui date même d'avant la mort de mon père, je pense que j'avais 9-10 ans. J'étais sous la tente avec mon grand frère, mon grand demi-frère, du coup, chez mes grands-parents dans le jardin. Et il me dit, tu sais que si tu touches comme ça, en fait, ça fait du plaisir. Je me souviens m'être dit, mais what ? Mais parce que vraiment, genre, j'étais étonné que ça puisse exister. Je n'en avais pas entendu à l'école ou parler, etc. Et il me mime juste le truc, en fait. Et il me le mime de manière un peu bizarre. Enfin, évidemment, je le sais pas à ce moment-là. Mais genre, il me mime pas du tout comme vous pouvez mimer la masturbation masculine. En gros, il me le mime avec la position de la main comme une masturbation qui serait plus féminine et où il ferait bouger son sexe de droite à gauche au lieu de faire des allers-retours. Qui se frotte. Oui, c'est ça. Il se frotte. Voilà, ça décrit bien la chose. Le lendemain matin, très tôt, je rentre dans ma chambre et tout. Et ben, je teste. Et ouais, ça fait quelque chose, en fait. Je me suis dit, ah oui, il faut que je creuse, quoi.
Je me souviens de l'étape suivante qui a été assez importante. Mon père était collectionneur de BD, enfin il était aussi dessinateur et donc il avait des BD de partout dans le salon. Et le hasard de l'ordre alphabétique faisait qu'il y avait des BD qui étaient pas vraiment pour les enfants, accessibles vraiment tout en bas de la bibliothèque. Mais je pense que son ordre était plus important que de ça, ou alors il l'assumait. Très clairement, celle qui m'a marqué, c'était une planche de Reiser où on voit un homme mater une meuf par le trou d'une serrure et se mettre à se masturber. Et en fait, Reiser avait dessiné la main comme s'il avait genre 10 doigts pour montrer l'aller-retour en fait sur son sexe. Et je me souviens m'être dit, mais pourquoi il fait ça? Et donc j'ai emmené la BD, je suis allé dans ma chambre, j'ai testé et ça a marché, mais vachement mieux. Que de se frotter de droite à gauche. Ouais, exactement. Et en plus, c'était bizarre de se frotter parce qu'au début, quand t'as pas trop d'érection, ça flotte. Non, c'est pas le terme. Ça gigote. Ça gigote. Ça gigote et donc du coup ça va, mais quand tu commences à avoir une érection, je sais pas si au début elle était moins forte et puis petit à petit genre, elle était plus forte, mais enfin ça marche pas trop quoi, c'est un mouvement qui est bizarre. Et là pour le coup, ah ouais, là ok, là j'ai l'impression que j'avais trouvé le geste un peu naturel qui nous vient. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé et comment se masturber en fait. C'est grâce au dessin sexiste de Reiser. C'est un peu ça, ouais, exactement. Après, j'ai commencé à me dire, il y a des trésors dans cette bibliothèque de choses à comprendre. Et donc, j'ai commencé un peu presque systématiquement le soir à descendre discrètement. Donc, c'est vraiment ces bandes dessinées qui ont été le premier contact avec qu'est-ce que c'est de faire l'amour avec quelqu'un. Est-ce que la masturbation, c'est un sujet dont tu as pu parler? Est-ce que déjà t'en as reparlé avec ton frère ou à d'autres personnes? J'en ai jamais reparlé avec mon frère. Et d'ailleurs, j'ai jamais raconté cette anecdote. J'ai jamais dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Exactement. Ça se trouve, ça fait 30 ans qu'il se plante. Mais oui, j'aurais tellement dû le prévenir. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast. 30 ans qu'il a la nouille qui gigote. C'est ça, exactement. Et voilà, pareil avec ma mère, c'est clairement quelque chose qu'on n'a jamais évoqué. Le seul sujet en fait sexuel qui a été évoqué, c'est quand je me suis fait choper avec du matériel pornographique plus tard, quand j'ai commencé à découvrir. Parce que j'ai des images assez précises de tout ça quand même qui me sont revenues, de quand est-ce que j'ai découvert le porno. Et j'étais devant l'école de musique, le mec qui passait avant moi, donc on avait je pense 15-16 ans, je dirais, un truc comme ça, ouais, même 14-15 ans même plutôt. Et il m'a dit, tu sais, si tu tapes sexe dans Google, t'as des résultats. Et j'étais déjà genre, non, ça peut pas être aussi simple, genre. J'ai fait le truc de piano et tout, je suis rentré, il y avait personne. J'ai tapé sexe dans Google et là j'ai fait, what? Mais c'était aussi simple que ça. Comme c'était quand même pas si souvent que ça que j'y avais accès dans cette situation, j'imprimais. Alors, je pense qu'il y a des cartouches d'encre qui sont passées dans des images porno que j'imprimais sur des feuilles. Enfin, je me suis fait mes magazines, entre guillemets, et je les stockais dans une valise, d'ailleurs, assez mythique dans ma famille, parce que quand je me suis fait choper, ça s'est un peu ébruité, mais une valise jaune, du coup, d'enfant. Et au fil des années, ça a commencé à faire un beau stock. Un jour, ma mère est tombée dessus et elle était dévastée de voir que ça avait l'air de prendre une grande ampleur vu la quantité de choses qu'il y avait dans cette valise, alors que c'était juste des archives. Voilà, moi j'archive. Tu penses qu'elle a eu la bonne réaction? Je pense qu'elle a bien fait, ouais. Elle avait une manière d'en parler assez direct, genre c'est pas grave en soi, mais c'est juste que ça va te mettre des choses en tête qui seront faussées. Et moi, c'est ça qui m'embête en fait quand tu regardes du porno, quoi. Ça m'a permis d'avoir ma première conversation sur le porno et les dérives que ça peut avoir. Et du coup, avec tout ça, pour toi, faire l'amour, c'était quoi? C'était ultra flippant. Alors, quand j'étais vraiment jeune, je me disais, ah ouais, j'aimerais bien être papa un jour. Par contre, j'espère que j'aurai jamais besoin de faire l'amour avec une femme parce que genre, je pense que j'aurais jamais envie de le faire. J'ai vraiment ce souvenir ultra précis. Je me vois allongé avec une femme à côté de moi, allongée sur un autre lit dans une espèce de laboratoire avec des tuyaux, avec des fioles et tout, une lumière bleue et jaune de chaque côté. Et juste me dire, pourvu que d'ici que je sois grand, on ait inventé un truc pour pas avoir besoin de faire l'amour et quand même être papa et maman. Pendant des années, je suis resté sur ce modèle genre, oui, ça m'excite de voir des choses érotiques. Oui, je suis attiré par les filles et c'est quelque chose qui m'intrigue. Mais par contre, non, quoi, je vais pas faire l'amour avec elles. C'est trop stressant. Et je pense que ce qu'il y avait derrière ça, c'était genre la peur de me dévoiler, la peur de me déshabiller. Juste en fait ça vient avec tout cet aspect pudique qu'il y avait dans ma famille et qui est totalement en moi encore aujourd'hui.
où j'ai pas fait de sport co, où j'ai pas vu mes potes à poil. Même mon médecin, je me déshabillais pas devant lui complètement. Genre, j'ai l'impression d'avoir montré ma bite à personne. Et moi, j'ai pas vu de bite pendant genre 28 ans dans ma vie, quasiment. Du coup, j'avais un rapport au sexe masculin, mais aussi en fait évidemment au sexe féminin et au corps tout simplement des gens qui étaient ultra distants. Et ça me faisait juste en fait flipper d'imaginer le montrer. Et vers la fin de l'adolescence, là, je commençais à avoir d'autres choses, la pression sociale de me dire, bah, j'ai 16, 17 ans, j'ai toujours pas fait l'amour, j'ai toujours pas eu de copine. Et mon papy me demandait toujours, alors, Arthur, t'as une amoureuse? Et je lui répondais toujours, j'attends d'avoir une situation stable économiquement et professionnellement pour avoir une copine. Ce qui était déjà très drôle à l'époque. Bon, en vrai, j'étais très amoureux au lycée. J'ai centralisé tout mon désir amoureux, mais aussi évidemment, enfin, de sentimental et presque érotique autour d'une même personne qui, elle, n'était pas intéressée par moi. Donc, c'était un amour impossible. J'ai écrit de la poésie à l'époque. Je me suis morfondu dans mon sentiment qui ne pouvait pas se réaliser. Il m'a juste fallu je ne sais pas combien de tentatives avant juste de réussir à me déclarer. J'espère ne pas l'avoir trop harcelé, on va dire le terme. Donc, j'en étais là, en fait. Donc, la sexualité, c'était l'étape d'après. Pour moi, c'était loin et c'était pas plus mal que ça soit loin. Du coup, je me posais pas trop de questions. Et alors, ta première fois, ça s'est passé comment? Déjà, petite anecdote, j'écoutais la libre antenne sur Fun Radio et il y avait un voyant qui passait parfois le soir. Et j'étais encore très amoureux toujours de la même personne au lycée. Tu l'as appelé? Je l'ai pas appelé, moi j'ai pas osé, mais j'ai envoyé un SMS. Et en gros, je disais, je suis encore super amoureux de cette personne. Est-ce qu'il faut que je passe à autre chose? Qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie et tout, genre les grandes questions. Et il me fait évidemment une réponse classique que plein de gens de bon sens auraient pu me donner. Il faut que tu passes à autre chose. Par contre, à la rentrée, je vois une rencontre. J'allais commencer mes études supérieures. Alors évidemment que j'allais rencontrer des gens, c'était une grande évidence. C'est la première fois du coup que j'ai embrassé une femme. On avait 18 ans tous les deux, peut-être elle 19 ans. Toutes les questions de la sexualité concrètes me sont tombées dessus à ce moment-là et genre j'étais super excité à cette idée, mais j'étais aussi ultra flippé. Et alors du coup, moi j'avais une caractéristique, c'est que j'avais un phimosis. Je savais pas le nom à ce moment-là. En fait, en gros, la peau de mon prépuce était trop serrée pour que quand je suis en érection, je puisse décaloter. C'est quelque chose qui est passé complètement sous le radar vu que mon médecin ne me déshabillait jamais et que j'en ai parlé à personne parce que en fait je savais pas vraiment si c'était normal. Moi je me disais si je décalote avant ça va peut-être le faire, mais en réalité ça tirait, ça faisait vraiment mal. Moi jusqu'ici quand je me masturbais je décalotais pas en fait. Et j'avais pas conscience, ou je voulais pas voir le problème en face évidemment, et j'avais pas conscience que si je pouvais pas décaloter en fait j'allais avoir du mal à faire une pénétration. J'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit je crois qu'il faut que je voie un urologue et tout, et on a pris rendez-vous chez l'urologue qui était un mec d'intact, magnifique, qui m'a tiré le sexe genre comme si c'était un élastique, genre merci. Moi qui étais ultra pudique, j'étais genre au fond du trou, et il m'a dit ah bah oui effectivement vous avez phimosis, il va falloir opérer, vous serez sorti le soir même, et en plus vous verrez elle a l'air plus grande. Merci. Ah, franchement non mais franchement ça fait plaisir. Bon, ça a pris en fait plusieurs mois en réalité, et pendant tout ce temps j'ai fait l'erreur de pas en fait en parler à ma copine. 2 ans plus tard elle m'a dit mais en fait je me demandais trop pourquoi on passait pas à l'étape d'après, moi j'en avais envie et j'ai cru que c'était parce que t'étais pas attiré par moi, etc. Donc je l'ai un peu mal vécu et tout, donc je m'en suis voulu. Et le pire c'est que ok ça a pris du temps pour faire l'opération, mais après il a fallu que ça cicatrise. Franchement, cicatriser de la bite, c'est pas simple. Parce qu'à chaque fois que tu bordes, ça tire et ça fait mal. Et du coup, ça faisait moins mal de me donner des coups de poing pour pas bander que d'attendre que j'ai une vraie érection et que ça tire les poings en fait de suture. Donc parfois... Donc tu t'auto-frappais la bite? Je m'auto-frappais, mais pas au niveau des poings, un peu au-dessus. Et juste pour casser l'érection, quand j'étais vraiment dans une situation où je pouvais pas la contrôler. Là, à ce moment-là, j'en ai quand même parlé à ma copine à ce moment-là. De savoir justement que c'était juste un problème médical, c'était quand même un soulagement. Et du coup, cette première fois, enfin, si attendue, elle était comment? C'était une première fois qui était assez douce, assez tranquille, assez posée. Ça s'est pas ultra bien passé d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire que bon, je bandais pas ultra dur, j'étais derrière elle, on était plutôt dans le noir, je savais pas trop où j'allais, j'étais un peu perdu, je savais pas trop si j'étais dedans. Je sais que c'est un peu bizarre, mais genre, c'était juste flou en fait à ce moment-là.
Genre, on était quand même dans un positivisme, genre, c'était cool, c'était excitant, bon, là, faut qu'on recommence, quoi. On l'a recommencé et cette fois, ça a marché. Je sais pas si cette deuxième fois, on va dire, était géniale en termes de plaisir, mais par contre, on était très heureux de le découvrir ensemble et je pense qu'il y avait de la tendresse et je pense que c'était une première plutôt agréable. Par contre, on a eu l'impression de perdre un truc très rapidement dans les fois qui ont suivi. Assez étrangement, il s'était passé une alchimie vraiment forte qui pouvait se ressembler peut-être à un petit orgasme pour elle. Et ensuite, on n'arrivait plus à atteindre ce début d'orgasme. Et en réalité, on a cherché cette chose vraiment comme une quête impossible pendant des mois à se dire mais pourquoi ça a marché sur les premières fois ? Comment on pourrait changer, tester d'autres choses ? Et en fait, on a mis quand même un certain temps avant de trouver ce qui marchait bien avec elle et qui lui apportait un orgasme. T'arrêtes pas de dire plus tard, j'ai appris que des années plus tard, machin, vous êtes restés longtemps ensemble ? Ouais, on est restés quasiment 10 ans ensemble. Ma première fois, c'était avec la personne avec qui je me suis marié. On a découvert toute cette sexualité au-delà de ces premières fois, bien sûr, et de cette recherche de l'orgasme. On a testé des positions, des endroits aussi, bien sûr, pour faire l'amour. Et on a aussi passé, bien sûr, des périodes où elle avait un peu moins envie. En tout cas, voilà, des désirs un peu fluctuants. En l'occurrence, c'était plutôt souvent de son côté. Mais voilà, de toute façon, c'est ce qu'on se dit encore aujourd'hui, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui. On a grandi ensemble tout simplement parce qu'on a été ensemble de nos 18 à 27 ans, je dirais. Et même si ça s'est terminé justement parce que ces allers-retours de désir et ce besoin aussi d'explorer au sein de notre couple exclusif n'avait pas vraiment de place. Surtout de son côté, ça devenait trop lourd, même s'il y avait beaucoup d'amour jusqu'au bout et encore aujourd'hui, parce qu'on se connaît très bien et qu'on s'apprécie vraiment très très fort. Après de longs mois à repousser la chose, on a fini par rompre 2 ans après le mariage. C'est elle la première qui a questionné la notion d'exclusivité ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est venu de quelque part, c'était venu d'elle. Moi, c'est sûr, j'arrivais pas à envisager notre couple autrement qu'exclusif. On a très peu parlé d'ouvrir notre couple, par exemple. C'est quelque chose qu'on a évoqué, mais vraiment très, très rapidement. Après, elle m'a dit plus tard que, effectivement, elle avait eu du désir pour d'autres hommes et qu'elle avait hésité pendant longtemps, tout simplement à me tromper et qu'elle l'avait pas fait. Bien sûr que j'ai eu des petits crushs sur d'autres femmes. Bien sûr que j'ai eu des moments où je me suis posé la question, mais globalement, j'étais vraiment dans ce modèle comme si, en fait, il n'existait que lui. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est aussi une anecdote que je raconte parfois, c'est que même en rêve, je ne faisais pas l'amour avec d'autres personnes. Et en fait, ça me rendait même plutôt triste parce que j'avais même pas ça, entre guillemets, pour pouvoir expérimenter dans ma tête. Mais systématiquement, dans tous les rêves, lorsque ça commençait à devenir chaud, je me réveillais. Et genre, j'ai jamais fait l'amour avec quelqu'un dans un rêve. Et encore aujourd'hui, ça s'arrête souvent très très vite quand je fais ce genre de rêve. Du coup, dans votre couple, c'était une source de frustration, le sexe, entre vous ? Heureusement pas toujours et heureusement de manière fluctuante. Il y a eu très clairement des très beaux moments déjà. Je me souviens de cette maison en vacances où on s'est pris entre quatre yeux et on s'est dit mais pourquoi on parle pas de ça librement, parce que on avait l'impression que ça allait un peu de soi, et ce qui était évidemment faux. Et là on se l'est dit. Et je me souviens, après, on est allé baiser et c'était trop bien. Et on s'est dit, mais putain, ça fait des années qu'on aurait dû se dire ça. Et ça arrivait peut-être 2 ou 3 fois qu'on a eu ce genre de discussion. Et aussi, un autre pic qui s'est ressenti, c'est quand elle a commencé à être draguée par un autre mec et qu'elle s'est sentie désirée. J'imagine, on en a un peu débriefé plus tard, mais en tout cas sur le coup, j'étais pas dupe, je voyais bien que ça venait de là, mais du coup ça nous a aussi relancé dans notre sexualité, même si pour l'ego c'est pas toujours facile de se rendre compte que en fait c'est peut-être plus ou moins à travers le désir de quelqu'un d'autre que ça revenait, mais au final je pense quand même que c'est un tout et que quand on est dans une espèce d'optique un petit peu sexuelle, et en fait c'est pas tant que tu penses à quelqu'un d'autre quand tu fais l'amour, mais c'est juste que t'es plus éveillé au désir, quoi. Et puis bien sûr, il y a eu le côté fluctuant qui a fait que quand elle était vraiment au plus bas de son désir pour moi, alors que moi le mien était relativement constant, j'étais vraiment triste et malheureux et frustré. C'était pas facile à gérer. On a eu des périodes où pendant plusieurs mois on n'a pas fait l'amour. Entre autres quand je suis parti faire mes études dans une autre ville et que pendant 2 ans j'étais pas là, et quand on se voyait, il y avait toute cette pression de genre je rentre un week-end sur 2.
Et toi, je sais que t'as pas beaucoup envie, mais quand même parfois. Et du coup, ça serait bien que ça tombe genre ce week-end-là. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche même plutôt à l'inverse de ça, souvent. Mais pour autant, j'arrivais pas à remettre en question cette relation parce que pour moi, j'avais toujours du désir, que j'avais toujours de l'amour. Elle s'est arrêtée comment, cette histoire? Très lentement. Le mariage a été quand même un moment un peu un virage, dans le sens où c'est quand même là que elle s'est sentie, je pense, vraiment enfermée, avec la peur de pas pouvoir revenir en arrière, avec la peur d'avoir fait l'amour qu'avec une seule personne et peut-être toute sa vie. Il m'a fallu de longs mois avant de me rendre compte que non, en fait, s'il y avait vraiment un problème fondamental et qu'on avait un petit peu dépassé le seuil derrière lequel c'était difficile de remonter la pente de nouveau. Donc on a beaucoup pleuré, etc. Mais encore une fois, pas dans la violence, pas dans le déchirement. Et c'est pour ça aussi, je pense, c'est une des raisons possibles au fait que on n'a pas réussi à faire ça rapidement. Et du coup, un jour, il y a 2 personnes qui ont rompu à un jour d'intervalle, quelque chose comme ça dans mon entourage. J'étais en séminaire à l'autre bout de la France avec ma boîte. J'en parlais tous les jours avec des amis. Et je me suis dit en rentrant, en fait, juste, c'est à toi de le faire. Je suis rentré, je suis allé la voir et je lui ai dit, bon, on le sait. On s'est mis à pleurer et c'était fait. Comment ça a été, toi, après? Je me souviens que je me suis accroché très fort à j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'était ma première, donc j'ai jamais eu le côté genre qu'est-ce qui se passe après une rupture. Je savais même pas encore ce que c'était une rupture à ce moment-là. À force d'avoir quelqu'un en face qui a un désir très fluctuant, tu finis par perdre confiance en toi, tu finis par dire mais en fait juste je plais pas en général. Et donc évidemment que j'étais stressé du coup de devoir de nous voir draguer, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait de ma vie, et j'étais extrêmement stressé d'embrasser quelqu'un, vraiment genre. Heureusement, j'ai eu une bonne amie qui m'a dit un jour écoute, si tu veux, en échange d'un massage, je peux te faire un TP embrassage. Je fais waouh, trop cool, mais c'est trop bien. Ça a suffi en moi pour débloquer quelque chose et de me dire ah ouais, en fait je peux me laisser aller, j'ai pas un handicap avec ma langue, je peux faire quelque chose. Et j'avoue que ça faisait quand même plusieurs années que je voyais mes potes sur les apps de rencontre et tout. Je trouvais ça un peu bizarre, mais en même temps je me disais mais j'ai envie de tester quoi, genre juste pour l'exercice en fait. J'ai testé Tinder et je trouve ça horrible parce que j'ai l'impression qu'on pouvait jamais avoir une conversation. Par contre, j'ai trouvé vraiment mon bonheur sur OkCupid, qui est un site dans lequel il y a plein de manières de se décrire. En fait, il y a énormément de questions et en fait, quand tu cherches quelqu'un, après, il te donne un score qui correspond finalement à la compatibilité des réponses. Moi qui suis concepteur de jeu, j'aime bien ce côté un peu interactif avec plein de manières de faire les choses. Je me souviens de la personne avec qui j'ai eu un début d'histoire vraiment. Ça a duré sur un mois et direct, je me souviens encore quand je l'ai vue la première fois dans ce bar et je me suis dit ça pourrait être la femme de ma vie. Et genre mais quoi Arthur, mais tu viens de te séparer de la personne avec qui t'étais pendant 10 ans. J'étais en fait dans l'élan, j'avais rien remis en question, j'ai juste réappliqué mon modèle et je me suis dit c'est reparti quoi. Bon, en vrai c'est pas reparti du tout puisqu'on n'est pas resté ensemble. Et je me suis retrouvé d'ailleurs à m'inscrire à un cours de danse pour pouvoir danser avec elle qui était super bonne en Lindy Hop. Et j'y suis allé alors qu'elle avait rompu avec moi par téléphone la veille du premier cours. Mais je me suis dit, mais je m'en fiche, j'ai quand même envie d'apprendre à danser ce truc qui a l'air stylé et tout. J'y suis allé et c'est là-bas que j'ai rencontré ma partenaire avec qui je suis encore aujourd'hui. Avec 2-3 autres personnes, on a commencé à avoir un petit peu un rituel de rendez-vous, de prendre à boire et de discuter un peu de nos vies. Et très, très, très vite, elle a dit, je viens de découvrir que j'étais polyamoureuse. Je t'ai dit, ouais, l'idée, elle est belle, ça me paraît totalement logique que ça parle à des gens, etc. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, parce que j'étais encore dans cet élan, là, très, très clairement, aux antipodes, une seule personne et la femme de ma vie, etc. Je me souviens m'être dit à ce moment-là, quand même, ça fait longtemps que tu as testé ce modèle. Là, il n'a pas marché. Il y a un moment, il va falloir que tu testes autre chose. Pourquoi pas aller à fond dans l'autre direction ? C'est une bonne manière de savoir où est-ce qu'on se situe entre les deux. Et en fait, après, je me suis rendu compte que cette personne me faisait du pied sous la table, dans le bar. Je me suis dit, mais ça se trouve, c'est peut-être pas dans très longtemps. Donc, du coup, tu as essayé le polyamour. Et oui, j'y suis toujours. D'ailleurs, dans cette expérimentation, c'est un vaste domaine de recherche et d'exploration. Ce qui est beau avec cette approche, celle qui tout simplement consiste à assumer et à admettre qu'on peut avoir plusieurs relations en même temps, quelle que soit la forme de ces relations, intimes, avoir plusieurs partenaires principaux ou
juste un partenaire avec qui on habite par exemple, et puis d'autres personnes avec qui on n'a que du sexe. Enfin, vraiment, tout est possible. Chacune de mes relations, je peux la traiter individuellement et faire du sur-mesure par rapport à la personne que j'ai en face et par rapport à ses envies et ses limites à elle. C'est assez libérateur en fait de se dire on va pas être obligé de suivre un chemin. Alors évidemment toutes les relations même exclusives ne sont pas obligées de suivre le même chemin. Il y a plein d'étapes qui sont un peu classiques et dans lesquelles quand on est embarqué, moi qui me suis marié, je le sais bien, on se dit un peu ah ouais, c'est la prochaine étape. C'est pas qu'on est contre et que ça nous embête d'avoir cette prochaine étape, c'est juste que on a un chemin à suivre qui est connu, qui est dans les médias, qui est reconnu et qui est un signe un peu de réussite de son couple. C'est celui qui est le plus représenté surtout. Voilà, exactement. C'est une question de représentation, t'as raison. Et du coup, là, soudainement, on se retrouve face à tout est possible, puisque de toute façon, on est dans une situation qui n'est pas représentée, quasiment pas représentée, le polyamour dans les médias, dans les films, etc. Du coup, on a vraiment tout à inventer. Elle, par exemple, elle avait une relation avant moi. Déjà, pour l'ego, c'était pas mal parce qu'il y avait un côté, genre, je me disais, a priori, c'est pas moi qui suis pas suffisant, parce que voilà, j'avais encore cette espèce de réflexe de réfléchir un peu en mode, les gens, c'est des jauges, il faut les remplir jusqu'à un trait. Bon, on n'a pas forcément plusieurs relations pour constituer l'être parfait à partir des bouts de chacun, mais bien juste le plaisir, en fait, de la diversité. Et tu dois te poser les questions. Et tu dois poser les questions à tes partenaires. C'est quoi les questions que tu t'es posées ? Est-ce que ça te gêne que je te parle de mes autres relations ? Est-ce que tu as envie que j'enlève la brosse à dents de l'autre partenaire quand tu viens chez moi ? C'est des micro-détails comme ça, mais au début, tu fais je m'en fous. Et après, tu dis ah ouais, je comprends un peu le symbole. C'est genre, ah ouais, je vois pourquoi ça pourrait gêner. Sur les premières fois, je me souviens très bien, je me disais, honnêtement, je peux pas te dire là tout de suite si ça me va que tu me parles de lui, que tu flirtes devant moi avec quelqu'un. Je ne sais pas avant que ça arrive. Mais pour l'instant, je suis plutôt OK pour qu'on teste. Et puis, si jamais ça le fait pas, on en reparle. Et c'était vraiment notre manière de fonctionner. Et donc, si on prend un exemple d'un côté, moi, j'ai envie d'embrasser quelqu'un devant toi, et toi, ta limite, c'est que là, aujourd'hui, t'as pas la sécurité émotionnelle pour pouvoir le voir. Et envie versus limite, c'est la limite qui gagne, et puis c'est tout, voilà. C'était super agréable parce que au final, on n'a jamais vraiment eu à revenir en arrière. Mais ça nous a permis petit à petit comme ça de prendre les choses avec vraiment de la légèreté. Et est arrivée la situation justement où elle a rencontré quelqu'un après moi. Pour le coup, assez rapidement, elle m'a dit je tombe amoureuse, etc. Elle m'avait déjà dit qu'elle était amoureuse de moi. J'ai dû faire avec ce sentiment de est-ce que ça va être ok en fait pour moi d'avoir vraiment quelqu'un qui va compter pour elle très clairement. Est-ce que je vais vouloir le voir? Est-ce que je vais vouloir le connaître? Est-ce que je vais vouloir avoir des détails, des choses comme ça? Et donc on a fait les choses progressivement. Elle m'a parlé un peu de lui, puis un jour on s'est rencontrés. Elle m'a demandé si j'étais à l'aise avec le fait qu'ils aient des preuves d'amour, ou de proximité. Comme d'hab, j'ai dit franchement, je peux pas te répondre, mais dans l'idée, je suis OK, et puis on verra après si c'est pas le cas. Mais bon, ils l'ont fait très subtilement. Je me souviens encore qu'ils se sont retournés pour pas que je vois le baiser quand ils allaient arriver sur le pas de la porte, etc. Donc c'était fait évidemment avec une attention à ne pas me brusquer. Et donc du coup, pour moi, c'était OK, et ça s'est fait de cette manière très progressivement. Et puis petit à petit, on a commencé effectivement à se voir, par exemple, tous les trois pour aller à une de ces soirées où on discutait du polyamour avec d'autres polyamoureux. On a commencé petit à petit à jouer avec ce statut qui était un peu étonnant quand les gens s'en rendaient compte dans la rue. On aime beaucoup faire la même blague de on est au restaurant tous les trois, je vais pisser, je reviens, ils sont en train de s'embrasser, je fais quoi? Mais enfin, mais pourquoi? Mais tu m'as rien dit. Et en fait, c'est un mec qui est formidable. C'est un mec vraiment, il est polyamoureux depuis de nombreuses années. Donc, du coup, ça veut dire aussi que il a l'habitude d'avoir affaire à des gens qui sont nouveaux. Et donc, il a les bons mots qui apaisent, etc. Et juste dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça va bien se passer. Et j'ai senti, en fait, vraiment cette joie en moi. Simplement de me dire, c'est trop cool, je suis pas jaloux. Je verrai plus tard dans ma vie qu'en réalité, c'est pas parce qu'on est polyamoureux qu'on n'est pas jaloux. C'est pas du tout aussi simple que ça. Mais, en tout cas, avec cette relation-là, ça s'est très très bien passé dès le départ. Et je me souviens aussi d'avoir eu ce sentiment il a l'air super cool, ma copine elle est super cool, et du coup je suis juste super content pour eux, tout simplement.
Il y a un sentiment qui a été nommé par la communauté polyamoureuse, mais encore une fois, qui peut servir dans plein d'autres contextes et que je trouve vraiment juste magnifique. Et ce sentiment, on l'appelle la compersion. En gros, c'est quand tu prends du plaisir à l'idée que tes partenaires ou par exemple tes amis prennent du plaisir de leur côté, sans toi. Alors, ça peut être du plaisir sexuel, mais ça peut être bien sûr interprété beaucoup plus largement. Quand tu rencontres des gens, tu parles tout de suite de polyamour? En fait, ça complexifie quand même un petit peu la rencontre pour moi spontanée. Par contre, il se trouve que quand tu commences à traîner avec quelques polyamoureux, ils sont tous un peu reliés entre eux, évidemment. C'est plus facile. C'est plus facile et forcément, tu commences à te retrouver dans des soirées où tout le monde est plus ou moins polyamoureux, donc tu sais que là, des choses sont possibles. Et puis justement, il y a des sites comme OkCupid et je crois que c'est le premier à le faire aussi avec autant de détails où tu peux l'exposer totalement clairement et de manière transparente. Du coup, j'ai fait des rencontres grâce à ces sites et grâce aux des soirées où je savais que les gens ils étaient polyamoureux. D'ailleurs, la dernière rencontre que j'ai faite, elle a eu lieu pendant une soirée où il n'y avait pas du tout que des polyamoureux. Je m'étais pas projeté avec elle quand on a commencé à discuter et c'est seulement plus tard quand on s'est recroisés sur le site de rencontre qu'on s'est rendu compte qu'on avait des statuts justement qui étaient compatibles. C'était la bonne surprise et qu'on a commencé à parler et voilà, maintenant c'est ma dernière nouvelle copine. Et comment ça se passe avec cette nouvelle copine du coup? On a un mot qu'on utilise pas mal, qui est en anglais NRE, New Relationship Energy. Donc l'énergie d'une nouvelle relation qui est quelque chose que tout le monde connaît, évidemment, pas que les polyamoureux, loin de là. Et c'est ce truc au début où tu t'emballes, t'as ces papillons dans le ventre, tu trouves des compromis facilement parce que t'as juste envie que ça marche et tu y crois, etc. Et donc ce truc, ça te fait pousser des ailes, ça te fait un peu planer, et aussi ça te fait perdre un petit peu la vision de tes précédentes histoires. C'est ça peut-être la différence pour le coup avec le polyamour. Et donc il faut faire particulièrement attention à préserver la sensibilité et les émotions de ses partenaires précédents. Mais ce qui en fait arrive dans toute forme de schéma amoureux en fait. La différence que je faisais, c'est que dans un schéma exclusif et réellement exclusif, a priori tu as une histoire, tu as de la NRE évidemment, tout le monde, ça avance et puis après ça peut être remplacé par des sentiments un peu plus profonds de construction, etc. Et puis peut-être au bout d'un moment ça décline, en tout cas la NRE décline, elle est chimique, la NRE c'est des hormones, et ensuite soit tu réussis à partir dans autre chose et ça fonctionne, et puis soit ça marche pas et puis tu te sépares. Sauf que là, dans notre cas, la NRE, elle est là alors que tu es encore avec quelqu'un d'autre, voire avec d'autres personnes, avec plusieurs personnes. Et ces personnes-là, tu les aimes toujours, tu as envie que l'histoire, elle continue. Et donc, tu dois à la fois gérer cette disparition d'NRE d'un côté et l'apparition d'une NRE en même temps d'une nouvelle relation qui s'ajoute et que tu dois gérer en même temps. Et donc, ta première copine, donc, qui a été à l'origine de toute cette exploration polyamoureuse, elle, c'est quelque chose qu'elle vit parfaitement bien. C'est pas une limite pour elle que t'es une nouvelle copine et que tu hiérarchises pas, etc. C'est la question qui fâche. On venait d'emménager ensemble avec ma première copine et derrière, je rencontre cette personne. Là, cette fois-ci, ça n'a pas été simple pour elle. Ça a fait que le tout début de notre relation avec cette nouvelle copine a été un peu, secoué. Du coup, tu viens de dire que tu vivais avec ta copine, mais elle, du coup, qui ne voulait pas hiérarchiser ses relations, finalement, le fait de vivre avec toi, est-ce que ça te met pas un petit peu au-dessus de son autre copain? Bah non, parce que, en fait, on vit tous ensemble. On est dans une coloc de l'amour. Je suis en coloc avec à la fois ma copine, mais aussi son copain. Et il y a d'autres personnes dans la coloc qui partagent nos valeurs. C'est super unique, en fait, comme situation. Et ça se passe très bien parce que, entre autres, ce sont des gens vraiment formidables. Je sais pas si c'est lié au fait qu'ils soient polyamoureux. Évidemment que c'est pas une règle ni dans un sens ni dans l'autre. Mais par contre, ce sont des gens qui sont très attentifs aux autres. Parce que je pense qu'on est obligé de l'être si on veut être un bon polyamoureux, en fait. Si on veut être un bon amoureux tout court, bien sûr. Et c'est des gens qui font très attention, qui s'intéressent à toi. Et du coup, forcément, ce sont des très bonnes qualités pour être coloc. Bien sûr, ça demande un peu de logistique, d'organisation. Alors, les gens nous posent souvent la question, comment on fait pour gérer qui dort avec qui, etc. Déjà, on a chacun notre chambre, tous. Donc ça, c'est très important parce que c'est important d'avoir un lieu dans cette maison qui est à nous. On est obligé un peu d'organiser certaines choses. Par exemple, oui, on a des soirées réservées. Alors, c'est un peu un truc qui semble tuer l'amour à certains, mais en fait,
au final, tu es obligé de prendre ce genre de disposition pour t'assurer que personne soit mis sur le carreau. On a juste des choses par défaut bien sûr qu'on adapte ensuite à chaque situation. Et l'ensemble de ces règles, de ces dispositions fait que le vivre ensemble est très simple. Et du coup, comment tu arrives aujourd'hui à projeter un futur de polyamoureux? Est-ce que toi qui étais déjà marié, est-ce que tu penses qu'un jour tu te remarieras? Est-ce que tu veux faire des enfants? Pourquoi pas? Aujourd'hui, en fait, c'est juste que j'aurais du mal, là, moi, d'aujourd'hui, à voir l'intérêt, franchement, de se marier, à part pour la question des enfants, pour les protéger, etc. Et c'est uniquement pour l'instant, aujourd'hui, la seule raison qui pourrait me donner envie de me marier alors que je suis polyamoureux. Forcément, c'est difficile de réfléchir à un modèle dans lequel, avec certitude, je peux me projeter et où il y aurait des enfants dedans. Néanmoins, on en discute régulièrement avec ma partenaire et c'est quelque chose dans lequel il y a des solutions, enfin des formats qui nous intéressent beaucoup et en particulier d'élever des enfants à plusieurs. C'est quelque chose qui nous plaît pas mal parce que déjà, ça a l'air d'être assez difficile d'élever des enfants, a priori. Et l'idée de pouvoir se reposer sur une personne de plus ou deux personnes de plus, c'est quand même assez intéressant. Et puis moi, j'aime bien l'idée globale que les enfants, il faut qu'ils aient plus que deux référents dans leur vie. Alors bien sûr, ils peuvent en trouver à plein d'autres endroits, mais dans le foyer, je trouve ça super intéressant. On a bien sûr dans le passé eu des modèles avec des gens beaucoup plus nombreux au sein du foyer, les grands-parents par exemple, ou les voisins dans d'autres cultures. Et c'est quelque chose qui m'attire pas mal, toujours dans cet esprit de vie en communauté. Dans votre colocation, justement de votre colloque de l'amour et tout, vous êtes tous hétéros? La bisexualité est très commune en fait. D'accord. Mais il faut pas du tout le voir comme un automatisme. Tu peux vraiment être en relation avec deux personnes qui sont elles-mêmes en relation entre elles sans qu'on considère que c'est un trouble. Le trouble, il y a vraiment cette notion on est plus que 2 plus 2 plus 2, on est vraiment 3. Au tout début, tu nous disais que tu avais voulu aller dans le polyamour pour tester et tant qu'à faire, tester à fond. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es convaincu que c'est quelque chose qui fait partie de toi et que tu vas continuer même si t'es plus avec aucune de ces filles? Ce qui est sûr, ce que j'ai découvert, c'est le plaisir de déconstruire et de reconstruire sur mesure. Cette notion de pouvoir s'intéresser vraiment à la relation qui existe devant nous et de pas chercher à imiter des choses, ça me parle et je pense que ça va me rester avec moi, quel que soit mon futur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a dans les relations mono quelque chose qui ne me correspond pas dans l'opposition entre sexualité et amour. Et en fait, tout simplement, le polyamour répond à ce stress qui est en moi de est-ce qu'une histoire, ça va pas toujours mal finir? Et aujourd'hui, je me dis, en fait, elle peut juste évoluer. Aujourd'hui, je pourrais très bien envisager que mon histoire avec mon ex-femme, elle ait pu continuer si on était polyamoureux et qu'on soit encore très amis, voire même plus qu'amis, une forme d'intimité finalement qui nous appartiendrait. Et donc, c'est ça qui me plaît beaucoup et qui me rassure en fait et qui, du coup, fait que je pense que, a priori, je me vois mal revenir en arrière dans mon schéma précédent. Est-ce que justement de dépasser toutes ces questions de jalousie, de t'introspecter énormément là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui t'aide à prendre confiance en toi? Oui, je sens une évolution marquée depuis ces derniers mois et je sens que ça me permet d'avancer, d'être un peu plus à l'aise avec moi-même. Je suis super heureux de découvrir en fait même presque une nouvelle sexualité plus libérée. J'ai encore beaucoup de travail, mais c'est plutôt un travail agréable. Et du coup, avec le polyamour, t'as appris à parler aussi sexuellement de ce que tu voulais avec ta partenaire? Ouais, carrément. C'est un des trucs sur lequel j'avance le plus aussi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte que le fait de mettre le doigt dessus, d'en parler, ça allait décupler les sensations. Typiquement, les zones érogènes. La plupart des hommes, je crois, en tout cas moi, initialement, il y a tellement de choses qui sont reliées au plaisir au niveau du sexe que, en fait, les autres, elles ont tendance un peu à s'effacer. C'est pas que t'as pas de sensations, mais elles sont tellement ténues par rapport aux sensations au niveau du sexe que t'y fais pas trop attention. Mais quand tu commences à porter ton attention à vraiment mettre comme un spot, un projecteur sur les différentes parties de ton corps quand elles sont touchées, etc. Petit à petit, tu sens comme si ça fleurissait. Et moi, par exemple, les tétons, c'était quelque chose que j'aimais pas du tout avant, qu'on me touche. C'était ultra sensible. Donc dès que c'était effleuré, j'étais là genre arrête ce que tu fais, mais gentiment. Mais les tétons, par exemple, maintenant, c'est quelque chose que j'adore et qui me rajoute énormément de plaisir. Comme beaucoup, je me réfrénais un petit peu par exemple dans les sons, des choses comme ça, et dans la fameuse face qu'on fait quand on a un orgasme, etc. Et en fait, depuis quelques mois, j'ai réalisé à quel point
c'était bon et agréable et excitant pour l'autre en face de s'exprimer et de me laisser aller tout simplement. Et donc, je trouve que je profite encore plus de l'amour depuis. Pour reparler un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques toujours ? Absolument, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est les moments où on est vraiment là pour soi-même. C'est quelque chose qui me plaît énormément et généralement je le relie de toute façon aussi au fantasme ou au désir des autres et donc je suis jamais complètement coupé, mais il y a ce moment quand même de prendre du temps pour soi. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne supporte juste pas le porno mainstream, qui de toute façon, je pense, un peu dépassé aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec vous. Il y a Erika Luce qui a publié qui a mis en ligne quelques-uns des films de sa production, parce que c'était le mois de la masturbation. Et du coup, hier, j'ai regardé justement quelque chose. Alors, j'avais déjà vu des films d'elle, mais de ultra travaillé, qui était ultra esthétique. Il était vraiment très, très beau, ce film. Donc, il y a aussi ce genre de porno, donc pas mainstream, mais très travaillé, très esthétique, qui peut me plaire aussi. Pourquoi est-ce que tu es venu nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Quand j'ai commencé à découvrir toutes ces nouvelles choses, que ce soit sexuellement, que ce soit dans les formes de relations, j'avais envie d'en parler tout le temps à tout le monde. Moi, j'ai fait un espèce de virage à 180 degrés. Je suis passé de cette relation mono exclusif jusqu'au bout, marié, etc. Et puis quelques mois plus tard, j'étais dans une relation polyamoureuse avec plusieurs partenaires. Ce virage à 180 degrés, il est un peu fou. Même moi, je sais même pas comment j'ai fait pour pas me casser la gueule. Mais il y a tous les entre-deux, il y a toutes les choses qu'on peut piquer à l'intérieur de cette expérience. Et encore une fois, le truc qui, pour moi, est le plus important, c'est la déconstruction. C'est-à-dire, quelle que soit la relation dans laquelle on est, quel que soit si on est mal ou bien dans ce qu'on vit, il y a toujours des choses à déconstruire, évidemment, moi le premier. Et juste de rappeler ça aux gens, je me suis dit, en plus du fait que j'avais 2-3 anecdotes un peu rigolotes, que ça pouvait faire avancer les gens. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.